BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous. Difficile de se frayer un chemin dans le maquis de la loi. Vous manquez de temps pour vous-même, pour votre entreprise. Pas de souci, BFM Business vous aide chaque semaine. Bienvenue dans le club du droit. Oui, des infos pratiques, des infos juridiques. Dans 2 minutes, l'acte de la semaine, le dossier de la semaine. Comment acheter à l'étranger? Oui, il y a des précautions à connaître, bien entendu. Attention, ne vous lancez pas n'importe comment. On vous dira tout, évidemment. Des questions également, vos questions pratiques, tout à l'heure posées à nos amis notaires. Questions que vous déposez sur le clubdudroit@bfmbusiness.fr. Tout de suite, c'est la tradition dans le Club du droit. Je rejoins Erwan Maurice. Ça s'est passé cette semaine. Les news de la semaine. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Bon, alors Erwan, le fisc, Ouais. évidemment, toujours à l'affût. Il ne pourra pas utiliser des drones pour passer au-dessus des propriétés. Et non, c'est une question pourtant qui avait été posée à l'Assemblée nationale. Effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas survoler les propriétés pour surveiller Voir des piscines, par exemple. les Enfin, piscines? voilà. Oui, les piscines non déclarées. Eh bien, la réponse du ministère de la Cohésion des Territoires est sans appel. C'est Jacques Mézard et puis Julien Voilà, Normandie. Ouais. c'est non. Ouais. Non, ça ne sera pas possible dans un souci du respect de la vie privée, bien sûr. Donc, c'est non. C'est non, voilà. Donc, pas de drone au-dessus des propriétés des contribuables. Tiens, les propriétés, alors plus ou moins chères, pour 100 briques, t'as plus rien. Oh, c'était un vieux film des années 80 avec Junio, avec Daniel Auteuil. Oui, pour 100 000 euros, tiens, on peut être propriétaire, justement, on peut trouver quelque chose. Oui, c'est encore possible, Fabrice, Ouais. de devenir propriétaire avec 100 000 euros. Alors évidemment, la surface que vous allez acquérir va Imagine. dépendre Ah bah. de l'endroit où vous allez acheter. Alors, on commence par le plus petit, c'est Paris, sans surprise, 11 mètres carrés. 11 mètres carrés. Pour 100 000 euros. 94 mètres carrés si vous allez à Saint-Étienne. Évidemment, il y a des villes entre ces deux extrêmes. Prenons Brest, par exemple. Vous allez pouvoir acheter 74 mètres carrés. 12 mètres carrés, voilà. 72 mètres carrés. Angers, 53 mètres carrés. Lille, Marseille, Strasbourg, autour de 40 mètres carrés. C'est un peu plus cher du côté de Lyon et Bordeaux, donc autour de 27 mètres carrés. Et Versailles, on n'est pas très loin de Paris finalement. 14 mètres carrés pour 100 000 euros. Et après, donc un petit peu plus à l'aise, c'est Paris, 11 mètres carrés. Tiens, on va rester sur une carte de France d'un genre un petit peu nouveau aussi. C'est l'INSEE qui publie la répartition des types d'unions, justement. Alors, l'Est plutôt Pax, l'Ouest plutôt... l'Ouest plutôt Pax et l'Est plutôt mariage. Mariage, oui, c'est la première fois que l'INSEE met en avant ces chiffres. Et effectivement, sur les 30 millions de couples en France, à l'échelle nationale, 72% vont choisir le mariage, 21% l'union libre et c'est une minorité, 7% le Pax. Donc le mariage est surreprésenté, on va dire, du côté du Haut-Rhin ou de la Loire. Donc là, on est dans l'Est, autour de- en effet, pour le Haut-Rhin. C'est ouais. ça, 77% choisissent le mariage. Pour le Pax, un petit peu plus au-dessus de la moyenne nationale qui est de 7%. Donc dans l'Ouest, en Bretagne, Ille-et-Vilaine, dans la Loire-Atlantique aussi, autour de 10% donc sont paxés, 9% en Haute-Garonne. Et puis l'union libre Alors où ça? et Rennes, je dirais, du côté de Paris. Un quart des couples sont en union libre. Et puis dans les départements d'outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane, là on est au-dessus de la majorité, 54%. C'est très drôle. Merci beaucoup, Erwan Maurice. Merci. L'acte de la semaine sur BFM Business. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Oui, l'acte de la semaine acheté à l'étranger, je vous le disais donc il y a quelques instants. On va en parler avec Patrick Léon Lotté. Bonjour maître. Bonjour Fabrice. Notaire à Bailleul, dans le Nord, à la frontière belge, face à la Flandre occidentale, justement, et puis président de l'Institut notarial de droit européen et international. Avant qu'on s'intéresse à acheter à l'étranger, oui, acheter en France avec 100 000 euros, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 100 000 euros à Bailleul ou à Nièvre, donc à la frontière belge? Eh bien, à la frontière belge, pour 100 000 euros, on a une maison, Oui. une petite maison avec des travaux, mais qui est un logement idéal pour un jeu de couple, par exemple. Voilà, avec un petit jardin là, dans Avec le un prolongement. jardin, exactement. Voilà. Bien nordiste, comme il y a là-haut, Exactement. comme c'est bien sympathique là-haut. Bon, on part sur l'idée évidemment d'acheter un bien immobilier. Quand on dit acheter à l'étranger, on va rester évidemment dans l'immobilier. Et c'est vrai qu'on voit souvent des pubs pour bien aller acheter, par exemple au Portugal, en Floride, à Miami, à l'île Maurice, au Maroc. Il y a même des salons qui sont consacrés à ça.
Il y a de plus en plus d'achats à l'étranger, justement, compte tenu des prix de l'immobilier en France, hein. Alors oui, il y a eu de plus en plus d'achats. Pourquoi ? Parce qu'avec la crise dont on sort maintenant, de nombreux pays ont été très durement touchés et le prix de l'immobilier a considérablement baissé. C'est le cas en zone euro, au Portugal, Oui. en Espagne surtout, et il y a eu vraiment d'excellentes affaires à réaliser, en Grèce également. Ouais, alors, il y a des affaires à faire, très bien. Vous nous avez dit, il y a des pays à la mode. C'est bien sur le papier, hein, très bien. Attention, il faut s'entourer de précautions. Il peut y avoir des pièges, hein, bien sûr. Alors, précaution, oui. Quand on achète en France, tout est garanti par le notaire, évidemment. Vous êtes là. C'est 100% garanti. On sait déjà que le propriétaire, le vendeur est bien propriétaire. C'est quand même la condition sine qua non. On sait aussi que le notaire va garantir le transfert de propriété, l'enregistrement de l'acte, le paiement du prix. Et ces précautions, il faut les voir à l'étranger. Oui, alors à l'étranger, c'est vrai. Tiens, déjà, juste une question essentielle. Est-ce qu'il faut acheter d'après un catalogue, une jolie plaquette, ou il faut absolument se rendre sur place? C'est quoi le conseil de Patrick Léon Lotté? Alors, vous avez dit que j'étais flamand, et c'est vrai. Et il y a un proverbe flamand qui dit « On n'achète pas un chat dans un sac Ah. ». Et une belle plaquette, c'est formidable. Mais il faut aller voir sur place, évidemment. Il faut aller voir pour se rendre compte et voir déjà l'urbanisme, où ça se situe, est-ce qu'il y a des projets peut-être autour, quelle est la qualité de la villa, de l'appartement qu'on souhaite acheter. C'est indispensable de se déplacer, bien entendu. Il faut aller voir sur place, justement, et ne pas se laisser aussi aveugler par des promesses de revente mirobolantes. C'est souvent ce qu'ils nous disent, les vendeurs à l'étranger. Achetez, vous allez revendre quasiment 2 fois plus. Non, attention, hein, c'est ce que vous dites. Non, on achète pour profiter d'un bien. Ouais. Si on peut à terme faire une plus-value, tant mieux. Mais ça ne doit pas être la motivation primaire de l'acquisition, bien entendu. Alors, je reviens juste sur ce que vous me disiez tout à l'heure, Patrick Léon Lotté. Être propriétaire, finalement, ça n'a pas la même valeur partout. Le droit n'est pas le même, quelque part. Expliquez-moi. Et oui, parce que, Fabrice, il y a autant de droits que de pays. Donc, automatiquement, chaque pays a son droit local, voire dans certains pays, dans certains États, on a des droits de différentes natures. Prenons le cas de la Suisse, prenons le cas des États-Unis, évidemment. Donc, automatiquement, c'est autant de questions qu'il faut se poser qu'il y a d'États, voire de régions bien sûr, dans l'État en question. Oui, on n'est pas toujours propriétaire du foncier. J'avais cru comprendre, par exemple, en Thaïlande, par exemple, voilà, quand on achète, on a les murs, mais on n'a pas le sol. Absolument. Et c'est le cas aussi, parfois, au Royaume-Uni. Ouais. Vous achetez en fait que la construction. Ouais. Alors, comment ça se passe ? En France, on a l'habitude d'acheter le foncier, le sol et toutes les constructions qu'il y a au-dessus. C'est un ensemble. Et on le revend, etc. C'est inscrit au cadastre, facile. À l'étranger, eh bien, en fait, vous n'achetez pas le sol. Donc, en fait, vous rachetez un droit de bail pour la durée qui reste sur le bail. Quand vous avez un bail de 90 ans et que vous rachetez le bail pour 80 ans, c'est pas très grave. En revanche, lorsque vous êtes à la fin du bail, eh bien automatiquement, il faut s'interroger sur les conditions de renouvellement du bail et quelle est l'indemnité que vous allez payer à cet égard. Ouais, c'est ça. Donc, on n'est pas toujours propriétaire du foncier. Et puis, dans d'autres Absolument. pays, les biens ils ne peuvent être acquis que par des nationaux. Là aussi, il faut bien se renseigner aussi, Alors, dans voir si certains on peut cas, s'associer ou pas. effectivement, on a des restrictions pour les étrangers qui peuvent passer. Le cas dans une certaine mesure en Suisse, par exemple, où il n'est pas facile d'acheter en Suisse. Encore que là, ça dépend des cantons, etc. Alors, il faut se renseigner. Et puis, il y a des notaires en France, on les connaît, on les aime bien, on les pratique, notamment dans le club du droit. Il n'y a pas des notaires partout. Alors, c'est pas un métier qui est partout. Alors malheureusement non, il n'y en a pas partout, il y en a quand même sur la moitié de la planète, Oui. il faut quand même le reconnaître. Alors en Europe, on a un réseau extrêmement puissant, Notaire d'Europe, un site que vous pouvez consulter très facilement, et dans lequel on va pouvoir interroger, c'est-à-dire que votre notaire habituel va pouvoir interroger son homologue Très bien. dans le cadre d'une acquisition D'accord. dans l'Union. Ouais. Là, on a parlé des notaires. Maintenant, il y a juste une petite question importante, c'est comment on va acheter ce bien. Où est-ce qu'on emprunte, justement? Est-ce qu'on emprunte en France ou sur place, dans une banque en Thaïlande, une banque américaine, une banque mauricienne, une banque portugaise? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites, vous, Patrick Léon Lotté? Alors,
il faut reconnaître, et ça c'est la Commission européenne qui l'a souligné, les banquiers français rechignent à financer à l'extérieur, de même que les banquiers étrangers rechignent à financer en France. C'est un peu un problème européen. Une banque française, elle n'a pas forcément, et on la comprend, envie de s'engager sur un bien qui se trouve au fin fond de la Patagonie ou du Groenland. On ne connaît pas la valeur du gage, la loi locale, etc. Quelle est la valeur de la garantie qu'ils vont donner? Quelle est la valeur d'une hypothèque en Patagonie? Je n'en sais rien. Mais la Banque française va certainement financer l'opération si vous-même avez un apport relativement important. Déjà un bien peut-être en France, voilà, on a des garanties. Une garantie aussi en France, sur un portefeuille financier, sur un immeuble en France, et puis vous pouvez également demander un financement à l'étranger. Mais là aussi, vous disiez tout à l'heure à propos de la notion de propriété, la réglementation bancaire, il doit y avoir autant de réglementation bancaire qu'il y a de pays, et puis notamment les questions de taux fixes, de taux variables. Enfin voilà, tout ça c'est un vrai maquis là encore. Alors c'est un vrai maquis, mais l'un des points essentiels qu'il faut vérifier, c'est celui du taux de change. Vous achetez, vous allez financer votre prêt, vos mensualités avec des euros. Mais quid, par exemple, vous achetez aux États-Unis, le taux de change dollar euro est en perpétuellement changement. Donc voilà, ça peut au augmenter. Profit de l'euro d'ailleurs en ce moment. Aujourd'hui. Et ça, c'est tant mieux pour les emprunteurs français. Mais à l'inverse est vrai également. C'est le problème que nous avons avec nos amis britanniques, 500 000 Britanniques propriétaires en France quand même. Oui, c'est juste. Et le financement extérieur se fait par des banques françaises en euros. Or, ils peuvent prendre de plein fouet la baisse de la livre sterling. Depuis 1 an et demi. Auquel cas, les échéances augmentent d'autant. 15% cette année, quand même, enfin l'année dernière. Alors, bon, on le voit, on peut ouvrir aussi un compte bancaire local, peut-être, je ne sais pas. C'est recommandé. Bon, tout ça, évidemment, les délais peuvent être plus longs. C'est sûr que si on acquiert un bien à l'étranger, la banque va être beaucoup plus regardante. Les délais pour obtenir l'emprunt sont plus longs. Là aussi, il faut prendre son temps, là aussi. Question importante, la fiscalité. Vous n'avez pas parlé encore de la fiscalité. Absolument. Fiscalité sur le patrimoine, fiscalité des revenus tirés de la location, fiscalité de la plus-value si je revends le bien, quid de la TVA. Là aussi, renseignons-nous. Absolument, puisque là, on est vraiment sur une réglementation État par État. Pour parler de fiscalité, on peut déjà parler des frais, ce qu'on appelle les frais de notaire quand on achète, c'est-à-dire les taxes, la fiscalité. Bon, en France, c'est 6%. En Belgique, c'est 12%, pour vous donner un exemple. Vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous êtes à peu près à 3 cm de la frontière. Exactement. Donc, il y a des écarts absolument considérables. Vous avez des taxations plus-values qui sont relativement lourdes en France, qui le sont assez peu dans d'autres pays. Et puis, il y a dans certains pays la question de savoir si on peut rapatrier les fonds en France. Et ça, c'est pas toujours valable. Est-ce qu'il faut acheter dans un pays qui a conclu quelque part une convention bilatérale fiscale avec la France ou pas? C'est ce que vous recommandez ou pas, vous, le notaire de Bailleul? C'est un point à vérifier, évidemment, pour éviter justement de payer 2 fois le même impôt dans 2 États différents. La convention fiscale aura pour effet d'éviter ce double paiement. C'est-à-dire que ce qui est payé d'un côté, on le déduit de l'autre pour éviter de payer sur la même assiette 2 fois. Comment se calcule notamment l'IFI quand on achète à l'étranger? On en parlait la semaine dernière dans le Club du Droit avec un de vos collègues de Reims, David Ménétret, justement. Ah oui, la question, elle se pose nécessairement. Absolument. Faut se renseigner. Puis la succession, voilà, quid de la succession? Alors ça, c'est encore une question importante, puisque c'est pas forcément le droit français qui va s'appliquer. Alors lorsque on est en Europe, dans l'Union européenne, ça va être la loi successorale applicable et la loi de la résidence habituelle. Je suis français, j'habite en France et normalement la loi française qui va s'habituer. Si je suis dans un autre pays, par exemple en Thaïlande, eh bien c'est pas forcément la loi française qui va s'appliquer. Peut-être vais-je pouvoir opter pour cette loi française, mais c'est pas sûr. Donc, quelle est la nature de la loi thaïlandaise, comment ça se passe, etc. C'est une question importante. Il faut se renseigner. Donc, le notaire français, déjà, il a un bon spectre de ce qui se passe ailleurs. Bon, il y a des bonnes affaires à faire, vous nous avez dit. Il ne faut surtout pas que ça nous dissuade d'aller acheter à droite à gauche. Il faut juste se renseigner, c'est ça. Juste un mot, puisque vous êtes à la tête de l'Institut notarial de droit européen international. Vous êtes en train d'organiser aussi des consultations à Londres, avec des notaires français qui ont traversé le Channel, justement, à destination des très nombreux Français présents à Londres, 100 000 Français qui vivent là-bas, et des Britanniques aussi. Des Britanniques qui se disent,
il va peut-être y avoir un changement de majeur dans mon pays d'ici 1 an à peu près, une sorte de Brexit. Hein. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, en fait, la question du Brexit pour les Britanniques qui investissent en France, résidence secondaire ou qui habitent en France, en fait, n'aura, à mon sens, pas beaucoup d'impact dans leur vie quotidienne. On ne va pas leur demander de visa pour venir en France ou quoi que ce soit. En revanche, on va toujours tomber sur les mêmes questions, et notamment les questions de taux de change entre la livre sterling et l'euro. Voilà, bon, en tout cas, on viendra vous voir justement dans le cadre du Club du Droit. Donc, le saviez-vous, l'un des reportages qu'on fait toutes les semaines. Patrick Léon Lotté, notaire à Bailleul dans le Nord, et médité sur ce proverbe flamand qu'il nous donnait tout à l'heure. On n'achète pas un chat dans un sac, c'est ça, je l'ai bien dit? C'est bien ça. Merci, bon retour donc dans le Nord. Passez-moi le notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Oui, passez-moi le notaire, avec vos questions, bien sûr. Le club du droit, @bfmbusiness.fr. Barbara Thomas-David est avec nous une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour maître. Barbara Thomas-David, qui est notaire dans le 14e arrondissement de Paris. Première question, Émilie à Cergy, le Val d'Oise. Dans le cadre d'une succession, nous ne sommes pas d'accord sur le choix du notaire. Ma mère, conjoint survivant, souhaite prendre le notaire de famille. Je ne suis pas d'accord avec ce choix. Qui décide ? Bah oui, c'est quoi la règle finalement, Barbara Thomas-David? Quel notaire on choisit pour sa succession? C'est celui de la personne décédée? C'est libre? Il y a des règles? Oui, il y a des règles déontologiques qui indiquent notamment dans ce cas-là que c'est le conjoint survivant qui choisit le notaire pour régler la succession. Mais ce qui est important à mon sens, c'est que ce notaire, une fois qu'il est choisi, eh bien, il va être le notaire de toute la famille et pas seulement du conjoint survivant. Ah oui, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un notaire impartial quelque bien part. sûr. C'est pas comme un avocat finalement qui va défendre une partie ou une Bien autre. sûr. Le notaire, même s'il n'a pas forcément été choisi par un morceau de la famille, il fera son job de Bien façon sûr. équitable. Hein. On a un rôle de prescripteur de droit, d'accord. mais de conciliation aussi au sein des familles. Ouais, et le même tarif, hein, quel que soit Ah, l'endroit bien aussi. sûr, oui, non, oui, mais je veux tout à dire, fait. bon, voilà, mais c'est toujours bien d'expliquer que voilà, un notaire du Finistère va pas être payé différemment qu'un notaire de, j'en sais rien, les Alpes-Maritimes, par exemple. Bon, là, en l'absence de conjoint, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous nous avez parlé de conjoint survivant, en l'occurrence sa mère, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a plus de conjoint survivant. On vote entre héritiers ou pas? Non, Alors, en fait, j'exagère. quand il y a des héritiers de même degré, Ouais. en fait, c'est la majorité qui l'emporte. Donc on vote bien, c'est ce que je disais. Oui, quelque part, oui. Oui. L'idée, c'est quand même d'avoir une règle consensuelle, quitte à finalement se faire assister par son propre notaire si vraiment on souhaite avoir son propre conseil. Là aussi, c'est possible. Il y a une compétence territoriale de façon générale Non, des pas du notaires. Moi, je suis libre, par exemple, j'habite le Val-de-Marne, d'aller chercher un notaire dans la Haute-Marne, par Tout à exemple. fait. Ou Il y a ailleurs. une compétence D'accord. qui est nationale, mais Ouais, sur ouais. le territoire français, vous choisissez le notaire qui D'accord. vous convient. Bon, bah, c'est intéressant tout ça, très très bien. Autre question, Étienne à Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine. Ah bon, on reste un peu dans le même domaine. Peut-on renoncer à une succession? Bon, bah oui, dites-nous déjà dans quel cas on peut renoncer à une succession. On renonce pour une succession pour différentes raisons. Déjà parce que on n'a pas envie d'hériter d'une certaine personne. Mhm. Pour des raisons mathématiques aussi. Pardon, pourquoi on ne veut pas hériter d'une certaine personne? Puisqu'on est du vivant, on n'était On n'a pas d'affinité D'accord, avec cette d'accord. personne, donc D'accord. voilà, on n'a pas envie d'en hériter. Il y a aussi des règles mathématiques. Si vous avez un passif qui est supérieur à l'actif successoral, il est évident que votre notaire, qui connaît bien la succession, vous déconseillera d'accepter la succession. Et puis il y a aussi une troisième possibilité, c'est de renoncer pour des règles stratégiques. C'est-à-dire que je renonce parce que je sais que l'héritier qui va venir à ma place, eh bien par exemple, ce sont mes enfants, Oui. et donc on va sauter une génération. Pour l'aider Donc, en quelque sorte. Exactement. Je Donc il y a comprends. aussi des cas de ouais. renonciation qui sont stratégiques. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait? On le dit expressément, on l'écrit, il y a un délai pour renoncer, on peut revenir sur sa décision. Concrètement, maître. Alors, concrètement, vous savez que depuis peu de temps, on peut maintenant renoncer chez son notaire. Avant, on renonçait au tribunal de grande instance. Maintenant, on peut le faire chez son notaire. Donc, c'est une bonne chose parce que le notaire, il connaît la succession. Il va pouvoir vous donner les conseils opportuns. Et si, finalement, votre choix, c'est bien la renonciation, là, le notaire va dresser ce qu'on appelle un acte de renonciation et faire toutes les formalités subséquentes. Accepter une succession ou la refuser, c'est irrévocable. Hein, Alors, quand on accepte, c'est irrévocable. Quand on accepte, c'est irrévocable, d'accord? Quand on renonce, Oui. on peut revenir sur son renoncement à condition que personne n'ait accepté derrière vous.
Ah, bien sûr. OK. Quelque part, on a laissé passer son tour et voilà, qui va à la place perd sa place. En renonçant à l'héritage, en tout cas, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Nathalie Cousy-Goussua. C'était très intéressant ce qu'elle nous racontait. On n'échappe pas pour autant à certaines obligations. Les frais d'obsèques, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous êtes ascendant ou descendant de la personne décédée, vous continuez à avoir l'obligation de régler les frais d'obsèques. Bon, bah c'est bien, voilà la question bien intéressante d'Étienne à Fougères. Marjorie à Paris 5e. Tiens, bah décidément, on reste toujours dans ce même cousinage. Combien de temps un héritier oublié a-t-il pour se faire connaître ? Alors c'est quoi? C'est comme ceux qui gagnent au loto, qui oublient de se faire connaître? C'est quoi, Barbara Thomas-David? C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Vous pouvez très bien, pour diverses raisons, ne pas avoir connaissance du fait que vous êtes l'héritier d'une personne. Donc la loi a fixé un délai de 10 ans. C'est-à-dire que à partir de 10 ans à compter du décès, vous pouvez accepter une succession ou pas. Mais au bout de 10 ans, il y a un coup près qui tombe. Vous êtes censé avoir renoncé à la succession. Avec un petit bémol qui est qu'il y a des interruptions de prescription, notamment si vous êtes mineur pendant votre minorité, évidemment, vous n'êtes pas forcément... Conscient de tout, voilà. à l'affût de tout, donc bien du sûr. coup, ça interrompt ce fameux délai de 10 ans. Mais le principe, c'est 10 ans à compter du décès. Il y a oubli et oubli, hein. J'imagine il y a des oublis volontaires, des oublis involontaires quand même, là aussi, hein, non? Oui, tout à fait. Mais on peut, quand c'est des oublis, on va dire, volontaires, forcer quelqu'un à prendre position. C'est-à-dire que 4 mois après le décès d'une personne, on peut dire aux héritiers légaux, on vous demande d'accepter ou de refuser. On parle d'oubli, mais enfin tout de même, le notaire ne doit pas nous prévenir quand même en disant, bah tiens monsieur, on a appris que vous étiez un héritier, donc vous avez droit à quelque chose. C'est un peu votre job aussi, non? Alors oui, parce que si vous voulez, quand on n'arrive pas à retrouver, les héritiers, on fait appel à un généalogiste qui va retrouver tous les héritiers d'une personne. Sauf qu'il peut y avoir un enfant non déclaré du défunt qui, 8 ans, 10 ans après, se réveille en disant « Attention, j'ai été l'enfant de monsieur ou madame Untel et je me fais connaître. Ah ouais, » Donc il y a des cas de niche, Ouais. certes peu nombreux, mais qui peuvent arriver. Il y a souvent comme ça des cas dans lesquels on ne sait même pas qu'on est héritier ou pas. Oui. Ouais. Alors pas en ligne directe, mais pour des cousins de la famille éloignée, ça arrive et c'est effectivement le rôle du généalogiste que d'aller chercher, souvent à l'étranger, on parlait de droit international privé tout à l'heure, loin, très loin des héritiers pour qu'ils viennent à la succession. Ça doit être passionnant comme ça d'essayer de remonter un petit peu Bien sûr, oui, toute oui, une oui, famille. oui, Vous le tout à faites fait. vous-même, enfin On le avec fait. l'aide des généalogistes, bien sûr. Bien sûr, oui, tout Bon, à fait. Et donc ça nous permet... Vous devez vous régaler, non? Pardon? Vous devez vous régaler, il doit y avoir Oui. des cas formidables, non? Oui, tout à fait. Et très heureux d'ailleurs de personnes qui apprennent la bonne nouvelle. Bon, génial, très très bien. Comme quand on touche le loto, par exemple. Un Voilà, peu, c'est ça, c'est un peu ça. Voilà, je reprends mon expression de tout à l'heure. C'est bien, merci. Barbara Avec plaisir. Thomas-David, toujours très très claire, passionnante. Elle est notaire dans le 14e arrondissement de Paris. Elle revient très très vite. Et puis évidemment, continuez à nous poser vos questions sur le club du droit @bfmbusiness.fr. Le saviez-vous au fait? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Oui, chaque semaine, on part à la rencontre des notaires. Tiens, des notaires qui vont se frotter aux officiers de Saint-Cyr, Coët-Quidan. Alors, pour la bonne cause, ils viennent apprendre à leur contact. Reportage commenté par Erwan Maurice. Il y a quelques jours se concluait à Paris un partenariat entre les notaires et Saint-Cyr. Xavier Latournerie, directeur délégué de la prestigieuse école militaire, nous en dit davantage. Nous allons les accompagner sur différents domaines qui sont le leadership, qui sont la capacité à animer une équipe et à mettre en œuvre davantage d'efficacité collectivement et à mieux négocier. Optimiser le travail des notaires dans leur fonction de chef d'entreprise, voilà le principal objectif de ce partenariat. Le Conseil supérieur du notariat souhaite s'appuyer sur l'expertise de Saint-Cyr, spécialiste de la transposition du savoir militaire au monde du business. Maître Didier Coiffard, président du Conseil supérieur du notariat. Cette formation, elle s'inscrit dans un plan managérial qui a pour objet en fait de convaincre les notaires à se lancer dans le management pour ceux qui n'y sont pas encore ou de parfaire leurs connaissances en la matière pour ceux qui le pratiqueraient déjà. Dans un contexte changeant, entre évolution législative et réglementaire, transformation de l'économie et nouvelles attentes des clients, les notaires souhaitent ainsi renforcer leurs compétences. Maître Marie-Pierre Perret, notaire à Dijon.
Ça permet aux notaires de se différencier et d'acquérir d'autres développements, d'autres voies de développement dans le management. Les 2 premières sessions de formation se dérouleront à partir d'avril au camp de Couët-Quidan en Bretagne. Hommes de loi, hommes de droit, en 2018, les notaires visent à devenir de bien meilleurs hommes d'affaires. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir suivis dans ce Club du droit. On va se retrouver évidemment dans quelques jours. L'acte de la semaine, on évoquera le régime matrimonial du chef d'entreprise. Et puis d'ici là, évidemment, vos questions, leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine à tous.